pour cette visite d'État. Un peu plus d'un an après merveilleux accueil que vous m'aviez réservé pour une visite d'État dans votre pays et au moment même où nous célébrons le 200e anniversaire des relations entre nos deux pays. 200 ans au cours desquels tant de femmes et d'hommes, animés de la même passion pour le Brésil, ont porté des projets qui nous ont rapprochés. Et nous avons décidé, c'était votre idée, à l'occasion de ces 200 ans, d'avoir cette saison croisée Brésil-France, annoncée il y a 2 ans, à votre initiative, et qui va, tout au long de l'année, rendre hommage à la créativité de nos artistes, de nos deux pays. Et nous aurons l'occasion de visiter une des expositions phares du Grand Palais avec l'immense artiste brésilien Ernesto Neto. C'est aussi cela, le cœur de notre relation, une amitié, une compréhension mutuelle, une fascination pour les artistes et la création qui a permis à nos ministres de refonder le partenariat culturel dans à peu près tous les domaines, du cinéma à la musique en allant jusqu'au patrimonial, partenariat qui datait de 1948. Au fond, nous avons la même vision du monde, d'un humanisme au service du progrès. Alors nous avons, avec le Président et les ministres, évoqué plusieurs des dossiers qui nous occupent et le partenariat qui est le nôtre, avant toute chose, au service des grands enjeux planétaires. En effet, la crise climatique est là, toujours, criante, la disparition de la biodiversité non moins alarmante. Je sais que de plus en plus ont décidé de ne pas en parler ou de ne plus en parler, mais nous sommes convaincus qu'il faut poursuivre les efforts, même les redoubler. C'est l'objectif de la déclaration commune que nous venons d'acter. Alors, je serai présent aux côtés du président à Belém lors de la COP30 que vous organisez, qui est un rendez-vous important et qui va remobiliser la communauté internationale autour de ces objectifs. Et je veux vous en remercier, Président. Et nous avons acté que d'ailleurs, ensemble, nous aurons l'occasion, juste avant cette COP30, d'organiser à Salvador de Bahia une réunion avec plusieurs collègues et amis du continent africain. Mais 30 ans après le sommet de la Terre de Rio, il revient au Brésil d'ouvrir un nouveau chemin. La France le soutient et nous serons à vos côtés, pas simplement pour être présents, mais annoncer, renforcer notre action et notre engagement au service à la fois de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité. Vous serez aussi dans quelques jours à Nice, et je tiens à vous en remercier, pour les océans, ce qui est un combat inséparable de celui que je viens d'évoquer. Nous continuerons de porter la protection de 30% des terres et des mers d'ici 2030 et nous défendrons aussi le plan d'action de Nice en faveur des océans. Et je voulais vous remercier pour cette mobilisation. Nous sommes 2 pays amazoniens et nous partageons une même vision pour aussi les forêts, les puits de carbone et justement cette lutte contre le réchauffement climatique et la biodiversité. Et donc je vous remercie de ce partenariat de Nice à Belém que nous allons ensemble consolider durant cette année. Au-delà de ces grandes questions, nous sommes revenus évidemment sur nos relations commerciales que nous souhaitons voir avancer. J'ai pu exprimer au Président la position de la France et ce que nous voulons faire pour améliorer le texte actuel, mais nous partageons une vision stratégique d'un monde ouvert, respectueux à la fois du climat et du commerce. Et nous y reviendrons dans un instant, nous avons aussi évoqué les grandes crises internationales, évidemment l'Ukraine, le Proche Moyen-Orient, Haïti. Et puis nous avons enfin évoqué l'agenda bilatéral, puisque nous avons une relation intense, mais que nous souhaitons encore renforcer. Le forum d'affaires qui se tiendra demain sera l'occasion d'ailleurs d'avancer dans ce sens. Et des annonces que nous ferons à Nice permettront aussi de donner encore plus de contenu à cette relation, mais qu'il s'agisse du transport aérien, maritime, terrestre, de l'énergie d'ailleurs renouvelable au nucléaire civil, des minerais critiques. Nous avons beaucoup de projets sur lesquels nous avançons. Nous avons aussi consolidé lors de cette visite d'État nos relations de défense et tout ce que nous faisons ensemble pour accompagner votre marine. Et puis nous avons également continué d'avancer sur les grands projets communs que nous avons, en particulier en matière d'hélicoptères. Ce partenariat stratégique équilibré qui est le nôtre a aussi, si je puis dire, un relais à travers la densité de nos liens humains. J'avais moi-même, en mars 2024, eu l'occasion de me rendre à l'Institut Pasteur à Sao Paulo, un des plus beaux exemples de coopération scientifique. Et aujourd'hui, nous allons encore plus loin avec un projet de production
de vaccins qui s'inscrit pleinement dans cet agenda de souveraineté sanitaire dans lequel nous croyons l'un et l'autre. Enfin, cette relation plus étroite, c'est aussi celle, je le disais, de deux pays amazoniens et nous n'avons jamais considéré que l'OIAPOC devait nous séparer, bien au contraire. Je rappelle qu'en mars 2024, nous avons consolidé justement ce partenariat commun en matière de suivi de la biodiversité et du climat par un institut conjoint. Cette frontière, qui est la frontière la plus longue de la France avec un pays tiers, celle que nous partageons avec vous, c'est celle aussi sur laquelle nous avons décidé de renforcer le travail de coopération pour préserver nos forêts, pour lutter contre l'orpaillage illégal et le trafic d'êtres humains. Et c'est aussi pour cela que nous avons, à l'occasion de cette visite d'État, scellé un accord, enfin, pour permettre les exemptions de visa et aussi les conventions de transfèrement de détenus. Cet accord, qui a été conclu entre nos ministres, était très attendu, d'abord pour la sécurité de nos deux pays, mais également, je le sais, pour les habitants de la Guyane, également de l'Amapá, de Pará et Amazonas. Et donc je suis très heureux que nous soyons parvenus à sceller un tel accord. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'en synthèse, je voulais ici résumer de nos échanges qui vont se poursuivre tout au long de la journée. Je suis très fier que le président Lula soit accueilli sous la coupole tout à l'heure de l'Académie française, où il pourra s'exprimer, ce qui est un privilège rare, mais qui dit aussi l'amitié et le respect pour votre pays que nos immortels ont, puisque c'est comme ça que nous appelons nos académiciens. Et puis nous nous retrouverons demain donc pour cette exposition et nous nous retrouverons dimanche à Monaco pour le sommet de l'économie bleue et lundi à Nice pour le sommet de l'UNOC. En quelque sorte, le Brésil est partout chez lui en France ou chez nos voisins. Et je sais que vous terminerez cette visite d'État à Lyon par une dernière étape. Merci en tout cas de passer tant de temps parmi nous, de nous faire cette amitié, Président, et veuillez ici à nouveau accepter toute notre amitié pour vous et votre épouse et pour votre pays que nous aimons tant. Mes chers amis, représentants de la presse, cher président Emmanuel Macron, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'accueil et l'accueil de ma délégation. Je suis venu en France dans le cadre de cette visite d'État et avec moi, il y a toute une délégation pour discuter des problèmes très importants qui méritent toute notre attention, des partenariats et des solutions rapides. En plus du ministre des Affaires étrangères, j'ai avec moi le ministre de la Justice, Ricardo Lewandowski, qui a tout l'intérêt de partager avec la France la lutte contre l'orpaillage illégal, et ce, dans la région de l'Amazonie, l'Amapá et la Guyane. Il y a Monsieur ministre Silvio Costa qui veut renouer avec le dialogue et les discussions avec le côté français dans le domaine des ports et des aéroports. J'ai aussi ma ministre Margarete Menezes qui est tout enthousiaste avec l'agenda culturel entre le Brésil et la France. Il y a aussi Monsieur Alexandre Silveira, ministre des Mines et de l'Énergie, qui a beaucoup à apporter dans le cadre des discussions avec les chefs d'entreprise français et brésiliens. Il y a aussi mon amie Marina Silva, qui va parler sur les questions climatiques et de l'accord de Paris et même du financement pour qu'on puisse atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'accord de Paris, à savoir 1,5 degré d'augmentation de température. Il y a aussi le ministre du Développement du Commerce pour discuter et avancer dans le cadre de l'accord Mercosur et Union européenne. J'ai avec moi également un ensemble de députés pour m'accompagner dans ce voyage. Le président Macron, donc, a accueilli ma délégation avec l'hospitalité que seul un grand ami peut offrir à son hôte. Cette visite d'État est la première d'un chef d'État brésilien en France, et ce, depuis 13 ans. Certains volets de la relation bilatérale se sont affaiblis pendant cette période,
notamment le dialogue politique et les échanges commerciaux. Le premier pas pour amorcer le changement de cette situation a été donné à l'occasion de la visite historique du président Macron au Brésil l'année dernière. Ma présence ici à Paris vise à renforcer davantage ce rapprochement. On ne saurait en fait trouver une occasion plus symbolique pour atteindre cet objectif, car aujourd'hui, 5 juin, nous célébrons également la Journée mondiale de l'environnement. Et lors de notre réunion ce matin, nous avons discuté d'un vaste programme bilatéral. Nous avons passé en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action conclu en 2024. Plus de 20 accords ont été signés aujourd'hui et ces accords reflètent la diversité et la profondeur de nos relations. Le Brésil a développé d'importants projets bilatéraux avec la France dans des domaines de pointe tels que le satellite stationnaire de télécommunications et le supercalculateur Santos-Dumont. Le programme de construction de sous-marins constitue aussi la plus grande initiative de coopération en matière de défense jamais entreprise par notre pays. Ce programme permettra de garantir la souveraineté brésilienne sur notre vaste espace maritime, en plus de construire l'un des chantiers navals les plus modernes au monde à Itaguaí, à Rio de Janeiro. Nous voulons donc franchir une nouvelle étape dans notre partenariat autour de l'usine d'Itajuba dans le Minas Gerais, qui est la seule usine d'hélicoptères de l'hémisphère sud. Des discussions sont en cours aussi pour une nouvelle commande d'avions pour doter le gouvernement brésilien des moyens de lutter contre la criminalité et de faire face aux catastrophes naturelles d'une façon plus efficace. En tant que pays voisin qui partage une vaste frontière amazonienne, nous avons misé sur les bienfaits de l'intégration. C'est important, Monsieur Macron, ici, que le peuple français sache que la plus grande frontière de la France avec un pays étranger n'est pas en Europe. Même si la France est un pays européen, mais cette frontière, elle est à l'Amérique du Sud avec le Brésil. Par conséquent, je tiens à rappeler que la France doit être fière de dire qu'il y a la plus grande frontière terrestre avec n'importe quel pays, avec tous les pays, c'est le territoire amazonien. C'est important que le peuple français le sache, que la France devrait être en Amérique du Sud comme elle appartient en Europe, car la France est également sud-américaine. Nous voulons lancer une nouvelle étape de l'usine d'avions que j'ai visitée et qu'on a produit 50 hélicoptères là-bas et on a les moyens de parvenir à la satisfaction des demandes brésiliennes, mais aussi produire des hélicoptères pour certains pays de l'Amérique du Sud. On est en train de discuter une nouvelle commande d'avions pour doter le gouvernement brésilien des moyens de lutter d'une façon très efficace le narcotrafic et aussi avec plus d'efficacité l'orpaillage illégal et lutter aussi contre l'extraction de bois d'une façon illégale et aussi tout ce qui est légal dans nos pays. Vous savez, un territoire comme le Brésil, avec une forêt qui est la nôtre, on ne peut pas ne pas avoir le nombre d'hélicoptères nécessaires pour faire bien notre travail. En tant que pays voisin partageant une vaste frontière amazonienne, nous avons donc misé sur les bienfaits de l'intégration et le Centre franco-brésilien pour la biodiversité amazonienne, que nous avons réactivé en 2024, permettra justement de financer des recherches conjointes encore cette année. Et la fin du régime différencié des visas est aussi une demande de longue date qui vise à faciliter la circulation régulière des personnes entre l'Amapá et la Guyane française. Et cela facilitera le tourisme et les échanges commerciaux entre les communautés transfrontalières. L'intégration passe également par la coordination des efforts de lutte contre le trafic, l'orpaillage illégal et la déforestation. Et c'est tout l'esprit de l'accord signé aujourd'hui par la police fédérale brésilienne et son homologue française. Et la lutte contre le crime organisé justifie également ma visite que je vais effectuer demain au siège d'Interpol à Lyon. Dirigé pour la première fois par un Brésilien,
Cette organisation joue un rôle clé dans les efforts multilatéraux visant à lutter contre les crimes transnationaux, notamment le trafic de drogue et l'exploitation des enfants et adolescents. J'ai souligné auprès du président Macron que les échanges bilatéraux ne correspondent pas à l'envergure de notre partenariat stratégique. Sur le plan commercial, il est inconcevable que les chiffres enregistrés en 2024, de l'ordre de 9 milliards de dollars, soient inférieurs à ceux observés en 2012. Ça veut dire que dans le commerce, on a des pas géants à donner, à franchir. Donc, on doit avancer beaucoup pour augmenter ces échanges. La rencontre entre chefs d'entreprise que nous allons tenir demain constitue un pas en avant pour changer cette donne et attirer davantage d'investissements et intégrer les filières productives. Donc, les ministres qui vont intervenir demain, ne faites pas des discours pour les Brésiliens qui sont ici. Il faut s'adresser aux Français. Par conséquent, exigez que les traducteurs traduisent exactement chaque mot que vous allez dire, car c'est très important pour les Français de comprendre ce que nous voulons. J'ai exprimé au président Macron aussi ma conviction quant au rôle stratégique du partenariat entre Mercosur et l'Union européenne. Et M. Macron, j'aimerais le dire devant la presse française et brésilienne, que je vais assumer la présidence du Mercosur le 6 pendant un mandat de 6 mois. Et je voudrais vous dire que je ne vais pas laisser la présidence du Mercosur sans conclure un accord avec l'Union européenne. Par conséquent, mon cher Macron, ouvrez un petit peu votre cœur pour cette possibilité de conclure cet accord avec notre cher Mercosur. Cet accord, ce serait la meilleure réponse que nos régions puissent apporter face au contexte incertain créé par le retour de l'unilatéralisme et du protectionnisme tarifaire. La défense du régime multilatéral sur le climat est une autre priorité commune. La COP30 marque le 10e anniversaire de l'accord de Paris et rapproche donc davantage la France et le Brésil dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons signé aujourd'hui 2 actes qui renforceront la coopération sur l'hydrogène à faible émission de carbone et la décarbonation du secteur maritime. Ma participation à la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice mettra en lumière l'importance des espaces maritimes comme régulateurs du climat et source de biodiversité. Les biomes maritimes exigent la même attention et le même engagement que les forêts tropicales. Le temps est venu de tenir nos engagements pris envers la planète Terre et les générations futures. Et d'ici novembre, tous les pays doivent présenter leur nouvelle contribution déterminée au niveau national avec des objectifs de réduction des émissions de carbone d'ici 2035. Le Brésil s'est engagé à réduire ses émissions de 59 à 67%, couvrant tous les gaz à effet de serre et tous les secteurs de l'économie. Si l'on n'arrive pas, ce n'est pas facile, mais on doit prendre nos responsabilités. Donc, mon gouvernement a pris ses engagements. Si on n'arrive pas à fixer un objectif ambitieux, on ne va pas travailler de façon efficace pour conclure et tenir nos engagements. Si on n'arrive pas à mobiliser 1 300 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique, nous risquons de créer un apartheid climatique. Monsieur Macron, j'ai participé à la COP 15 en fait au Danemark et je me souviens que les pays les plus développés ont promis des contributions financières de l'ordre de 100 trillions de dollars pour aider les pays qui ont des forêts debout pour maintenir ces forêts. Il est toujours important de rappeler que au-dessous de chaque arbre,
il y a un Indien, un pêcheur ou un producteur rural. Donc c'est important de garantir à ces gens le droit de se maintenir, de rester dans la forêt et de vivre avec un minimum de qualité de vie. Car il doit y avoir des fonds des pays développés et la France, elle pourra participer à ces efforts. Et la Guyane française, je le rappelle, est la partie française qui est la plus proche de nous. Donc la France, elle doit donner également, participer à ces dons pour assurer la qualité de vie de ces gens. Alors qu'elle célèbre son 80e anniversaire, l'ONU souffre d'un grave manque de légitimité et d'efficacité. Les guerres en Ukraine et à Gaza, la situation en Haïti et tant d'autres crises oubliées montrent que la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU ne peut être différée. Comme l'a récemment déclaré le président Macron, la reconnaissance de l'État palestinien est un devoir moral et une exigence politique de tous les gouverneurs du monde. Le Brésil a été l'un des premiers pays d'Amérique latine à le faire. Et tous ces conflits consomment des ressources précieuses qui seraient destinées pour le développement. Et l'Alliance globale contre la faim et la pauvreté, lancée par le Brésil lors du G20 l'année dernière, vise à inverser cette logique et à remettre la vie humaine au cœur de l'agenda international. Je sais que nous pouvons compter sur la France. Cette année, en 2005, nous célébrons 200 ans de relations bilatérales avec le regard tourné vers l'avenir. Cette construction commune passe par l'approfondissement des liens et des échanges entre nos sociétés. Et c'est le sens même de la mise à jour de l'accord de coopération culturelle signé par la ministre Margareth Menezes. C'est aussi l'esprit des centaines d'événements qui se déroulent en France et au Brésil depuis le mois d'avril dans le cadre des journées culturelles croisées que le président Macron et moi-même avons décidé de lancer l'année dernière. Cher ami Macron, la date d'aujourd'hui est aussi tristement célèbre pour ceux qui luttent pour l'environnement et les peuples autochtones. Il y a 3 ans, Bruno Pereira et Dom Philippe, 2 figures emblématiques de la défense de l'Amazonie, étaient lâchement assassinés. Le Brésil et l'UNESCO ont décidé de leur rendre hommage en baptisant de leur nom les bourses de recherche en journalisme d'investigation sur l'intégrité de l'information sur les changements climatiques. Il y a 2 semaines, nous avons perdu le brillant Sébastien Salgado, l'un des plus grands photographes au monde. Son appareil photo a permis d'immortaliser la souffrance des opprimés et d'éveiller la conscience de l'humanité tout entière. La meilleure façon de leur rendre hommage est de veiller à ce que leur combat n'ait pas été vain et à ce que nous restions déterminés à défendre la démocratie, la paix et le développement durable. Mon cher ami Macron, je suis persuadé que le Brésil et la France doivent de plus en plus être très ensemble pour qu'on puisse continuer à défendre 3 choses sacrées: la démocratie, le multilatéralisme et le commerce libre, le libre-échange. Ce n'est pas possible de détruire des choses qui ont été construites avec beaucoup de force depuis la Deuxième Guerre mondiale et essayer de retourner au protectionnisme et donc la fragilité de la démocratie à laquelle on assiste aujourd'hui, et c'est impressionnant de voir l'accroissement du négationnisme, du radicalisme de l'extrême droite qui ne reconnaît pas les institutions, qui ne reconnaît pas la vérité et qui gagne du terrain dans le monde en luttant contre les institutions qui sont la raison même de l'existence des régimes démocratiques de nos pays. Par conséquent, défendre la démocratie, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas peu, c'est quelque chose d'important et c'est possiblement la chose la plus importante qu'on doit faire. Et l'autre, ne pas permettre la fin du multilatéralisme. Mais vous savez plus que moi que cela
signifie. Et l'Union européenne, lorsqu'elle a construit le Parlement, la Banque centrale, la monnaie, les commissions, l'Union européenne, pour moi, c'est un patrimoine universel de la démocratie. Je pense que c'est ça qu'on doit garantir. On ne peut pas permettre qu'à aucun moment on puisse laisser détruire ce qu'on a acquis, ces choses sacrées qu'on a acquises. Merci beaucoup. Merci. Nous passons désormais aux questions-réponses. Bonjour, André Fontinelli de la Folha de São Paulo. Une question au président. Queria saber o que foi discutido especificamente sobre esse tema. Qu'avez-vous dit à ce Como sujet? vem a declaração do presidente Trump de que Vladimir Putin pretende se vingar? Vladimir Poutine veut se venger de la dernière attaque par drone de l'Ukraine et les discussions que le président Lula a avec Poutine. Monsieur Lula, est-ce que vous pensez vraiment que le président Poutine est prêt à chercher une solution de paix? Monsieur Macron, est-ce que vous pensez que le Brésil peut jouer un rôle dans la recherche de cet accord? La position du Brésil, elle est connue par le président Macron et aussi par le peuple brésilien. Depuis le début de la guerre, on a pris position contre l'occupation territoriale de l'Ukraine par la Russie. Et en même temps, notre position était claire contre la guerre. Avec la Chine, on a rédigé un document, une proposition de 13 pays émergents pour discuter, monter un groupe d'amis pour trouver un aboutissement. Moi, personnellement, j'ai discuté avec le président Poutine. Je me suis rendu en Chine et je me suis rendu aussi, j'ai appelé le président Poutine ce deuxième fois pour lui dire qu'il est extrêmement important qu'il participe à Istanbul des négociations pour y participer personnellement, que ce serait un signe pour tout le monde et pour ceux qui sont intéressés dans la construction de la paix. Bon, je respecte les décisions des autres chefs d'État dans le cadre de leur gouvernement, mais pour moi, je suis tranquille par rapport à la mission du Brésil, à savoir la contribution pour la paix et la fin de la guerre, parce que la guerre n'intéresse personne. Mais moi, je me fais du souci maintenant parce que la semaine dernière, il y a eu une attaque de l'Ukraine à un aéroport, je ne sais pas où exactement en Russie, et je vois que Trump il a écrit un Twitter en disant qu'il a discuté avec Poutine et que leur conversation n'était pas bonne et que Poutine, il a dit qu'il va faire des représailles contre l'attaque de l'Ukraine. Vous voyez, les gens, je l'ai dit personnellement à Poutine, je dis il est temps de ne pas se voiler la face et il est temps de laisser cette insanité de la guerre. La guerre ne construit rien, au contraire, elle détruit tout. Donc même si on construit les choses, mais les vies qui sont parties, elles sont irrécupérables. Donc j'ai discuté avec Xi Jinping, donc on s'est mis à notre disposition. S'ils veulent discuter de la paix, négocier la paix, nous sommes disponibles pour apporter notre contribution, mais la décision revient aux belligérants et malheureusement l'ONU est politiquement faible et elle dispose de peu de pouvoir d'émettre une opinion sur, pas seulement sur cette guerre, mais sur d'autres guerres d'ailleurs, et le Brésil a fait des efforts constants pour le renforcement de la représentation du Conseil de sécurité de l'ONU. Écoutez, sur ce sujet, je pense que les idées simples sont les Sobre este assunto, eu acho que a melhor orientação. Il y a un agresseur, c'est la Russie, il y a un agressé qui est l'Ukraine. Nous voulons tous la paix, mais on ne peut pas traiter les deux belligérants de manière équidistante. La deuxième chose, ce sont des faits. La proposition faite par les États-Unis d'Amérique d'un cessez-le-feu a été acceptée par le président Zelensky dès mars à Jeddah. Elle est constamment refusée par le président Poutine. Il a déclenché la guerre et il ne veut pas le cessez-le-feu.
Troisième chose, c'est que oui, le Brésil a un rôle très important à jouer. L'initiative prise avec la Chine est importante. Le président, là, à l'instant, vient de faire une défense du multilatéralisme. Défendre le multilatéralisme, c'est défendre la Charte des Nations Unies. Et le rôle du Brésil et de la Chine, c'est de défendre la résolution de ce conflit et la paix dans le plein respect de la Charte des Nations Unies. Cette charte prévoit le respect de l'intégrité territoriale des États. Elle a été violée par un seul pays, la Russie, pas par l'Ukraine. Et donc cherchons la paix, mais ne nous trompons pas de repère. Il n'y a qu'un pays qui a violé le droit international, il est malheureusement membre permanent du Conseil de sécurité, il y a un pays qui a lancé cette guerre et il y a un pays qui refuse la paix. Alors même que nous avons réussi collectivement à convaincre, encore une fois, le président Zelensky, lui, de l'accepter. Donc je pense qu'il est important que nous unissions nos efforts. Nous allons en reparler avec le président Lula. J'ai eu, il y a 10 jours, longuement le président Xi Jinping pour l'inviter à réenclencher des efforts diplomatiques pour faire pression sur la Russie. Et le cœur maintenant des efforts que nous devons tous faire, Européens, Américains, Chinois, Brésiliens, Indiens, c'est de faire pression sur la Russie pour qu'elle arrête le conflit, pour qu'une paix robuste et durable puisse être négociée, qui permette d'apporter les garanties de sécurité et qu'il n'y ait pas de reprise de cette guerre. C'est tout. Bonjour, bon dia, Frédéric Saïs de Radio France. Monsieur le Président Lula, vous venez d'évoquer votre soutien enthousiaste à l'accord de libre-échange Europe-Mercosur. Mais que dites-vous aujourd'hui aux agriculteurs français dont vous savez qu'ils craignent une distorsion de concurrence si le marché venait à s'ouvrir, notamment sur les normes? Et vous, Monsieur le Président, vous avez déclaré que ce traité était inacceptable en l'état. Est-ce qu'il vous semble possible de rouvrir ce texte alors même que la négociation dure depuis maintenant plus de 20 ans? Et que répondez-vous à votre homologue brésilien qui, sur ce sujet, vient de vous demander d'ouvrir votre cœur? Merci. Merci beaucoup et merci de porter ici la parole, les intérêts de nos agriculteurs. C'est exactement la discussion que nous avons eue avec le président tout à l'heure. Stratégiquement, la France, elle est pour le commerce libre et équitable. Et donc, nous sommes tout à fait favorables à négocier ces accords. J'ai moi-même défendu des accords que nous avons contribué à améliorer, par exemple avec le Canada. Je prenais cet exemple tout à l'heure. Mais précisément parce que ce sont des accords qui permettent de baisser les tarifs, d'ouvrir, mais ils le font de manière juste. Cet accord, dans le moment stratégique que nous vivons, il est bon pour beaucoup de secteurs. Mais il fait porter un risque pour l'agriculture des pays européens. Pourquoi? Parce que l'Europe, pour des principes d'ailleurs que le président Lula, son gouvernement partage et qu'il a défendu tout à l'heure admirablement, l'écologie, c'est-à-dire pour réduire les émissions de CO2, pour préserver la biodiversité, nous, on a interdit à nos agriculteurs d'utiliser des composantes. On leur a demandé de changer leurs pratiques. Et c'est une bonne chose, c'est la même vision de progrès qu'on partage. Mais les pays du Mercosur ne sont pas du tout au même niveau réglementaire. Donc il y a très clairement une différence majeure, qui n'est pas une différence de compétitivité, de spécialité, mais de normes. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Moi, je ne sais pas expliquer à mes agriculteurs, au moment où je vous demande de respecter davantage de normes, j'ouvre massivement mon marché à des gens qui ne les respectent pas du tout. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ce ne sera pas mieux pour le climat, mais on va complètement tuer notre agriculture, parce que ce ne sera pas juste. Et ce n'est pas la vision que porte le président. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on doit améliorer cet accord. Nous, on veut travailler pour qu'il y ait des clauses de sauvegarde, des clauses miroirs qui, sur ce volet-là, nous permettent justement, et on a 6 mois pour le faire, puisqu'il a cette présidence-là et qu'il a cet enthousiasme. Donc oui, nous voulons ouvrir, oui, nous voulons plus de commerce, mais on doit respecter nos agriculteurs, respecter aussi la cohérence de nos ambitions. Parce que sinon, ça ne sert à rien que l'Europe veuille défendre le climat, autant qu'elle ferme toute son industrie, toute son agriculture. Puisqu'elle importerait des choses qui sont faites avec des pratiques moins bonnes que chez elle, et elle contraindrait des producteurs qui finalement n'auraient plus de marché. Donc oui, nous devons améliorer ce texte. Et il doit prendre en compte ou ce qu'on appelle des clauses miroirs, ou ce qu'on a proposé, des mesures de sauvegarde. Il y a des débuts de ça. Donc nous, ce qu'on défend, c'est qu'il puisse y avoir un protocole additionnel qui intègre ce volet-là et qui permette de dire, quand on a des déstabilisations de marché qui ne sont pas justes, on peut mettre des systèmes de frein. On l'a fait dans beaucoup d'accords de commerce. Je pense qu'on peut le faire, on doit le faire sur cet accord-là. Voilà. Ça n'enlève pas l'adhésion stratégique à la défense du commerce international. Écoutez, il me semble qu'il n'est pas difficile de le conclure, de le faire cet accord.
En premier lieu, parce que je pense qu'il y a une grande qualité, de bonnes conditions pour faire cet accord, mais il convient de rappeler que même si le Brésil devient un pays viticole, par exemple, nous facilitons l'importation de vins français au Brésil aussi. Même si le Brésil est un producteur de fromage et de produits laitiers, j'ai même offert en cadeau à Macron les meilleurs fromages du Brésil. Il m'a pas donné de retour à ce sujet, mais on veut pas être en concurrence avec vous à ce sujet. On va continuer d'importer du fromage français. Il y a des États brésiliens qui produisent de très bons pétillants. On ne veut pas interdire pour autant le champagne français. Un deuxième point que mon camarade Macron pourrait dire aux agriculteurs français est la chose suivante. Il peut y avoir dans le monde quelqu'un qui est aussi inquiet que mon gouvernement à propos d'environnement, soit, mais personne n'est mieux placé que nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une ministre de l'Environnement qui est agressée par la presse tous les jours? Non, il n'y a pas mieux que Marina. C'est important que les agriculteurs français sachent que notre agriculture est complémentaire. Ce qu'on ne peut pas, mon cher camarade Macron, c'est de bloquer. Nous n'avons qu'à le mettre à discuter ensemble. Les agriculteurs français, aux côtés des agriculteurs brésiliens, les coopératives discutant entre elles. Faisons une table de négociation. Je suis convaincu que... Je le répète, je suis convaincu qu'aucun doute ne subsistera. Et je voulais demander à Macron une chose très sérieuse. Ne permettez à aucun pays européen de mettre en doute la défense pratiquée par le Brésil pour diminuer la déforestation dans notre pays. Vous connaissez le territoire brésilien. Vous savez que nous avons 5 biomes très importants et que nous les traitons, ces biomes, comme si nous nous occupions de notre lit. Nous les voulons bien conserver, mais nous avons 8,5 millions de kilomètres carrés. C'est pas un territoire facile à contrôler. Mon pays a failli être détruit. Pour que vous vous fassiez une idée, à mon retour à la présidence, 15 ans après mon départ, l'IBAMA, qui est l'institut brésilien qui s'occupe donc du volet environnemental, l'institut brésilien de l'environnement, il y avait 700 fonctionnaires en moins par rapport à 2010. C'est-à-dire que 15 ans après, on avait 700 fonctionnaires de moins. On a dû donc restructurer cette instance. Regardez Marina. Et donc, elle a travaillé. C'est une dame qui est partie de l'état de l'Acre en Amazonie pour devenir plus forte, plus robuste à Brasilia. Mais c'est vrai qu'elle n'arrive pas à prendre du poids, la pauvre, tellement qu'on lui donne du boulot. Donc on doit essayer de nous occuper, on essaye de nous occuper d'un pays qui a été délaissé pendant des longues années. Nous avons repris le pays. La parole, les gens avaient l'habitude, les bolsonaristes avaient l'habitude de dire ouvrez les portes pour que les bœufs passent, c'est-à-dire laissez tout faire en matière d'environnement. On est le deuxième producteur de porcins, on est des grands producteurs de volailles, canne à sucre, bioéthanol, etc. On est des grands producteurs agricoles, mais tout le monde sait que si nous voulions entrer dans les marchés européens, américains, entre autres, nous devons être responsables. Une chose, c'est de produire en interne. Une toute autre chose, c'est de produire en export. Même en interne, je ne pense pas qu'il n'y a pas de veille sanitaire plus rigoureuse que la nôtre. Je viens en France aussi pour recevoir la certification pour le Brésil d'être un pays libre de fièvre aphtose. Et on ne parle pas d'un petit pays, on parle d'un pays avec plus de 250 millions de têtes de bétail. Pour vous faire une idée, l'État du Mato Grosso, nous avons 3 millions d'habitants et 33 millions de
tête de bétail. Pour exporter, nous le savons, il faut s'en occuper, il faut soigner parce que personne ne veut acheter des produits de mauvaise qualité. Et il y a des pays aujourd'hui qui achètent la viande brésilienne pour la réexporter vers d'autres pays. Et donc, nous souhaitons faire cet accord parce que nous aurons 23 000 milliards de dollars concernant 700 millions d'habitants. C'est pas un petit accord. Et puis, ça constituera une réponse à ceux qui n'en souhaitent plus du multilatéralisme. C'est une réponse et la réponse sera nous ne voulons plus reprendre le protectionnisme. Dans les années 80, on m'a convaincu du libre-échange. Moi, j'étais contre. Pareil pour la mondialisation. Et hop, lorsqu'on arrive, les mêmes qui nous l'ont proposé n'en veulent plus parce que nous, de notre côté, on est devenus compétitifs, parce que nous sommes en mesure de faire concurrence. Comme ça va pas. Ce que nous souhaitons, c'est de trouver cet accord avec l'Union européenne. Et je le répète à mon cher camarade Macron, en novembre, il sera le président de France et moi, le président du Brésil. Et je le dis aussi à la presse française. J'ai 6 mois de mandat au niveau du Mercosur et je veux vous dire que je quitterai la présidence du Mercosur avec l'accord UE-Mercosur conclu et mon camarade Macron participera à la signature pour qu'on prenne une bonne photo, une belle photo et si besoin, je viendrai moi-même discuter avec les agriculteurs français pour les expliquer qu'ils seront gagnants aussi avec cet accord. J'en suis convaincu, Macron. Si vous voulez faire venir un groupe d'agriculteurs français au Brésil et inversement, j'enverrai un groupe d'agriculteurs brésiliens en France, on va s'asseoir autour d'une table et je suis sûr qu'on trouvera un accord. C'est important de savoir qui ne souhaite pas de cet accord parce que si les agriculteurs français connaissent ce qu'on peut produire, ce qu'on peut acheter de notre côté aussi, c'est impossible de le refuser, cet accord. Et je reviendrai chez moi au Brésil convaincu qu'on finira par le conclure, cet accord. Je reste très optimiste et je crois au bon Dieu et je crois à notre pouvoir de travailler ensemble et je crois aussi à ce partenariat historique entre le Brésil et la France. Ça dépasse une relation normale. Il y a plein de monde en France qui apprécie le Brésil. Il y a beaucoup de monde au Brésil qui apprécie la France. Et je pense que c'est ça qui va prévaloir. Je viendrai à d'autres reprises en France, vous irez à d'autres reprises au Brésil, nous nous retrouverons en Amazonie et en Amazonie on pourra signer d'autres accords entre le Brésil et la France. C'est ce que les gens attendent de nous, de moi et de vous. pourquoi Lula il voyage autant pour se promener? Ben non, je voyage pour faire des affaires, pour faire en sorte qu'on puisse accroître la relation politique, économique et culturelle avec mon pays. C'est un vrai bonheur pour moi d'être reçu par l'Académie. La dernière autorité brésilienne, c'était l'empereur brésilien Pierre II en 1800 et quelques. Donc je suis donc très honoré et je suis très honoré aussi de recevoir demain matin le titre de docteur honoris causa de l'université Paris 8, dont l'histoire est intimement liée à celle de la France. Sans parler du déjeuner à vos côtés, du dîner à vos côtés, aux côtés aussi de Jean-Jacques et de Brigitte et de mes collègues, et de pouvoir dire surtout, on améliore notre relation Brésil-France. Plus jamais le Brésil aura un président qui se cache chez le coiffeur pour ne pas recevoir des interlocuteurs français. C'est ce que j'avais à vous dire. Bonjour Monsieur le Président, c'est Méliani de l'agence Bloomberg. Senhor Presidente, agência Bloomberg. Au niveau européen sur d'éventuelles sanctions contre Israël. Et si jamais il n'y a pas d'accord au niveau européen, est-ce que la France pourrait envisager des sanctions unilatérales contra Israel? E, presidente Lula, como é que o senhor avalia o fato de que vários países europeus, inclusive alguns que têm Comment évaluer o primeiro-ministro le fait Netanyahu, que continuam plusieurs pays enviando européens armas a Israel? continuent Obrigado. d'envoyer des armes à Israël alors que... Sur ce sujet, il y a une coordination européenne qui se fait entre nos ministres étrangères. D'ailleurs, avec les ministres de l'Union européenne, mais aussi britanniques,
pour accroître la pression. Comme vous l'avez dit, les prochains jours seront décisifs et donc je préfère toujours espérer. Donc nous allons accroître la pression aux côtés, en coordination avec les Américains, pour obtenir le cessez-le-feu, la reprise des opérations humanitaires, en même temps que nous préparons, comme vous le savez, la conférence du 18 juin avec l'Arabie saoudite, qui a vocation à justement bâtir le chemin et un mécanisme de reconnaissance de la Palestine et un mécanisme de sécurité collective pour toute la région. Donc les discussions se poursuivent et nous verrons dans les prochains jours si nous devons en effet hausser le ton et prendre des dispositions concrètes. Je ne veux pas ici en dire davantage pour ne pas obérer la capacité qu'ont nos ministres d'abord de finaliser l'accord, mais aussi et surtout d'avoir les résultats et d'obtenir ce cessez-le-feu qui est si important. Donc nous travaillons étroitement avec les autres pays européens d'une part et avec les Britanniques d'autre part sur ce sujet. On m'adresser également. Bon, écoutez, moi, très sincèrement, j'aimerais dire que une chose importante, s'il y a une chose que j'ai pu apprendre, que j'ai appris à respecter dans l'exercice de la présidence de la République dans mon pays, c'est la liberté pour chaque pays de s'occuper de sa destinée, de faire ce que bon lui semble, à condition que on ne dépasse pas les limites du bon sens. Ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas une guerre. Ce qui se passe à Gaza, c'est un génocide pratiqué par une armée hautement préparée contre des femmes et des enfants. C'est ce qui est en train de se passer. Et c'est contre ça que l'humanité doit s'indigner. C'est contre ça que la société doit s'indigner. C'est contre ça que j'exige jour après jour, que j'exige des changements au Conseil de sécurité. L'ONU d'aujourd'hui ne peut pas être la même de celle de 1945. Il faut que le continent africain y participe, que le continent sud-américain, latino-américain y participe aussi. Il faut des pays importants comme l'Allemagne, le Japon. Pourquoi l'Inde n'y figure pas au Conseil de sécurité? La même ONU qui a eu suffisamment d'autorité pour créer Israël doit aussi préserver la démarcation de 1967. C'est le minimum de bon sens qu'on peut exiger, car nous sommes des humanistes. Ces derniers jours, on a souffert avec la mort de 2 Israéliens dans l'ambassade aux États-Unis, alors que le même jour, 2 enfants portant un sac de farine sont mortes aussi, et il n'y a pas eu la même solidarité que celle accordée aux 2 personnes qui ont été mortes à l'ambassade. On ne peut pas traiter les Palestiniens comme des citoyens de 2e, 3e catégorie. Ce sont des êtres humains qui veulent vivre comme nous, qui veulent avoir de la liberté. Que défendons-nous depuis si longtemps? Il n'y a qu'une seule solution. On ne peut pas permettre le discours du président d'Israël qui dit tous les jours qu'il souhaite occuper la bande de Gaza. Puis il y en a un autre qui dit qu'il veut faire un hôtel, une riviera, alors qu'en réalité, c'est le territoire qu'un peuple a conquis à la suite de beaucoup de sacrifices, et nous devons nous assurer qu'il puisse construire une harmonie avec l'État d'Israël pour avoir le droit de vivre. C'est rien que ça, le droit de vivre. C'est important que les puissances mondiales disent basta à tout cela. L'ONU ne peut pas parler d'un cessez-le-feu alors qu'un cessez-le-feu n'est pas respecté. Donc nous voyons un génocide sous nos yeux tous les jours, jour après jour. Si je ne me trompe pas, hier on a eu encore 95 morts. C'est que des civils. Il n'y a pas un chef du Hamas. Donc, sincèrement, je le dis non pas comme président du Brésil, mais comme être humain. Je le dis comme être humain. Ce n'est plus possible d'accepter une guerre qui n'existe pas. C'est un génocide prémédité de la part d'un gouvernant d'extrême droite qui est en train de mener une guerre, d'ailleurs, contre les intérêts de son propre peuple.
Car pour Israël, pour le peuple juif, cette guerre n'importe pas non plus. C'est la paix qui importe à tout le monde. C'est pareil pour les Ukrainiens. Les souffrances d'Haïti n'intéressent personne non plus. C'est-à-dire que... Bref, je m'excuse pour l'émotion, mais c'est vrai que c'est triste de voir que le monde se tait face à un génocide, alors que les grandes victimes ne sont pas les soldats qui sont au combat, mais plutôt des femmes et des enfants. Sincèrement, le jour où je perdrai ma capacité de m'indigner, je ne mériterai plus être le dirigeant de mon pays. Je m'en excuse pour cette émotion. Monsieur le Président, nous arrivons au terme Merci de la beaucoup. conférence de presse. Merci.